Libre à vous. L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. Migrer de Windows vers un système libre sur le poste de travail, ce sera le sujet principal de l'émission du jour, avec également au programme en début d'émission la chronique de G sur pourquoi je fais de l'art libre, et en fin d'émission la chronique de Benjamin Bellamy sur la nouvelle série à la mode dont tout le monde parle sur les réseaux sociaux. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'émission, c'est libreavou.org. Vous pouvez y trouver page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. Nous sommes mardi 19 mai 2026, nous diffusons en direct sur Radio Cause Commune et vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Et nous saluons également les personnes qui nous écoutent sur les web radios, Radio Cigaloun et Radio Broussailles, ainsi que sur les radios FM, Radio Libre en Périgord et Radio Quetch. À la réalisation de l'émission, ma collègue Isabelle Avani. Salut Isa. Bonjour Fred et bonne émission. Avant de commencer l'émission, nous souhaiterions la dédier à Pierre Ficheux, libriste depuis les années 90. Nous nous connaissions depuis 25 ans environ. C'est toujours un plaisir de le voir, notamment lors d'événements libristes, comme encore récemment à l'Open Source Experience en 2025. Donc l'équipe de Libre à vous de l'April et de la radio présente ses condoléances à la famille et aux proches de Pierre. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. G, auteur du blog BD Grisbouille, vous expose son humeur du jour. Des frasques des GAFAM au mode numérique en passant par les dernières lubies anti-internet de notre classe politique. Il partage ce qui l'énerve, l'interroge, le surprend ou l'enthousiasme, toujours avec humour. L'occasion peut-être derrière les boutades de faire un peu d'éducation populaire au numérique. Le thème de sa chronique du jour, pourquoi je fais de l'art libre. Salut G. Salut Fred et salut camarades. Vous l'aurez remarqué, quand Fred me présente, il dit que je suis auteur, ce qui est effectivement le cas. J'écris des BD, des romans, parfois même des jeux vidéo pour lesquels je compose aussi de la musique, et puis j'écris bien sûr ces chroniques radio. Je suis auteur. Administrativement, je suis même artiste-auteur, c'est le terme officiel. Donc je fais de l'art, voilà. Mais un truc qu'on ne précise jamais trop dans cette émission, c'est que je fais de l'art libre. Alors évidemment, on ne le précise pas parce que l'April, l'association derrière l'émission Libre à vous, a pour objet la promotion et la défense du logiciel libre, ce qui s'étend naturellement à la culture libre. Dans cette émission, vous entendez exclusivement de la musique libre, et puis même les podcasts sont diffusés sous des licences libres. Je ne détaille pas parce que ça n'est pas le sujet, mais mes propres chroniques sont aussi sous licence libre, et en réalité, tout ce que je produis d'artistique l'est également. Et en fait, je me rends compte que c'est un truc qu'on considère un peu comme acquis ici, mais quelque part, c'est peut-être pas forcément évident pour tout le monde. Pourquoi publier sous licence libre ? Alors je vais très modestement m'attarder sur mon propre cas, et vous expliquer pourquoi moi, j'ai fait le choix de produire de l'art libre. Pour comprendre, je pense qu'il faut remonter à l'adolescence, comme c'est souvent le cas. Moi, à l'âge où les générations précédentes s'échangeaient des compilations sur cassette audio, j'ai fait ma propre culture musicale via les premiers logiciels d'échange de fichiers en pair à pair. Une pratique que, dans un souci de clarté, on va appeler piratage, même si je n'ai jamais pillé de bateau à coups de canon. Voilà, moi, en l'an 2000, du haut de mes 11 ans, je découvre Napster. Alors faut se remettre dans l'ambiance, on était encore au début de la DSL en France. Autant vous dire qu'à l'époque, on ne téléchargeait pas des albums et encore moins des discographies complètes. Bon, on téléchargeait une chanson en étant connecté à un pair, et si ce pair avait le malheur de se déconnecter avant la fin du téléchargement, tu pouvais toujours te gratter pour reprendre. Alors oui, il y a un certain nombre de chansons dont je n'ai connu le pont et le dernier refrain que bien plus tard parce qu'elles étaient tronquées chez moi. Mais bref. La réaction de l'industrie du disque a évidemment été violente et Napster a dû fermer, mais sur ses cendres sont nés les Casa, puis les Emule et évidemment le protocole BitTorrent. Et moi j'ai continué, année après année, à joyeusement pirater, assez peu sensible aux messages anti-piratage des majors de l'époque. Vous ne téléchargeriez pas une pizza ? Alors que si, franchement, si on pouvait, on le ferait. Bon, je ne dis pas qu'à l'époque, j'avais déjà réfléchi à la différence entre vol et contrefaçon, ou que j'étais déjà au clair sur l'idée que la logique du manque à gagner était fondamentalement biaisée, mais je sais pas, je téléchargeais Hybrid Theory de Linkin Park, et c'était l'album le plus vendu du moment. Je veux dire, les gars étaient déjà millionnaires. Et c'était une réalité assez claire, les albums les plus piratés étaient aussi les plus vendus. Bref, je voyais pas bien à qui je faisais du mal.
Bien sûr, c'est une logique qui s'est affinée par la suite. Je me suis mis à acheter les CD de groupes français moins connus pour qui c'était important, etc. Bon, et puis j'ai découvert Radiohead en piratant l'intégralité de leur discographie, mais j'ai par la suite acheté tous les coffrets de luxe à 150 boules qu'ils ont pu sortir, et il y en a eu quelques-uns, sans parler des places de concert. Donc le côté manque à gagner, oui, bon, sans les avoir piratés au départ, je suis pas sûr que je serais devenu autant fan et que j'aurais autant dépensé par la suite. Donc quand je me suis mis à faire de l'art moi-même, ça m'aurait semblé un poil hypocrite de tout verrouiller à mon tour, vu à quel point je m'étais allègrement servi jusque-là. Bon, mais au-delà de l'aspect financier, je pense que j'ai toujours un peu eu cette intuition que l'art était libre par essence. Même en fait, avant d'avoir vraiment entendu parler du libre. L'art, quand j'étais môme, c'était les films Star Wars, mais c'était aussi les aventures de Luke Skywalker et Han Solo qu'on s'inventait avec les copains dans la cour de récré. Oui, j'ai bien dit Han Solo, c'était la VF. L'art, c'était tout autant les aventures de Spirou que je lisais, que les pâles copies de Franquin que j'essayais de dessiner à l'époque. L'art, c'était la compilation bleue des Beatles qui passait dans la voiture de mes parents lorsqu'on partait en vacances, et c'était aussi les premiers mots d'anglais que j'en baragouinais en chantant les mélodies. En fait, notre imaginaire collectif, il se fout du droit d'auteur. Notre imagination passe son temps à faire du copyright infringement. L'art libre, quelque part, c'est une façon de réconcilier le droit d'auteur avec cette réalité du fonctionnement même de notre imagination, de notre imaginaire collectif, bref, de notre culture commune. Bon, je me doute que si Disney et consorts avaient les moyens de contrôler nos imaginaires pour imposer leur copyright directement dans nos cerveaux, ils se gêneraient pas, ce qui serait une autre façon de réconcilier le droit d'auteur avec la réalité physique, mais bon, ne leur donnons pas des idées. Je l'avais d'ailleurs déjà dit dans ma chronique sur l'arrivée de Mickey dans le domaine public, voire l'émission 196 de janvier 2024, mais je pense que la privatisation de nos imaginaires collectifs est un problème démocratique majeur. Parce que nous laissons finalement des multinationales sans scrupules dicter le périmètre de ce qui constitue l'imaginaire collectif officiel. À ce titre, moi, ça me scie les nerfs de voir des gens s'écharper en ligne pour savoir si telle ou telle œuvre est canon. Ça, si vous connaissez pas, en gros, une œuvre fait partie du canon si on considère qu'elle est constituante de la trame officielle d'une saga. Donc par exemple, quand Disney ont racheté Star Wars pour faire une suite aux 6 films principaux, ils ont déclaré que tous les bouquins qui étaient sortis depuis des décennies pour raconter cette suite étaient non canon, pour que ce soit leur propre histoire qui devienne canon. Et ça a fait un foin, mais un foin. Alors qu'on s'en fout, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais décidez de ce qui est canon vous-même, oh là là, mais qu'est-ce qu'on en a à secouer de ce que Disney a décidé? Moi dans mon canon, il y a que 3 films Indiana Jones, Il y a qu'un seul Matrix, et ça va bien. Bon, j'épilogue pas sur le sujet parce que j'ai déjà fait une BD là-dessus, ça s'appelle Vive le son du canon et le lien sera sur la page de la chronique. Là où je veux en venir, c'est qu'avant même de penser à l'art libre, il y a la question de ne pas se laisser enfermer nos imaginaires collectifs par des géants du divertissement, géants dont le but principal n'est pas spécialement de rendre vos imaginaires inspirants ou même émancipants, mais bien juste de faire de la thune. Et l'art libre, lorsqu'il est bien libre et pas juste de libre diffusion, la nuance a son importance, c'est d'ailleurs un art qui vous sort de la simple position de consommateur et consommatrice. En vous donnant le droit de modifier les œuvres, de les partager, voire même de les vendre, l'artiste libre vous invite à participer à la vie de l'œuvre. C'est pour ça que personnellement, je suis assez contre les clauses ND et NC de la licence Creative Commons, clauses qui interdisent les travaux dérivés et les usages commerciaux. Concernant les usages commerciaux, je sais que beaucoup d'artistes qui pourraient être tentés par le libre rechignent à supprimer cette fameuse clause NC. Pourquoi ? Souvent par crainte qu'on fasse du pognon sur le dos de l'artiste, en gros qu'une de ces fameuses multinationales du divertissement adapte votre livre libre en un film recette bien juteuse dont vous ne verrez jamais la couleur. C'est là, à mon sens, que la clause SA pour share alike ou partage dans les mêmes conditions prend tout son sens. C'est une clause qui impose que les œuvres dérivées soient placées sous la même licence, libre donc. Autant vous dire que vu l'obsession pour la propriété intellectuelle des Disney et compagnie, il n'y a aucune chance qu'ils prennent le risque de devoir placer une œuvre dérivée sous licence libre, vous êtes donc tranquille. Et contrairement à la clause NC, vous n'empêchez pas, par exemple, un petit bar indépendant d'utiliser un de vos dessins pour décorer sa salle, ce qui serait interdit avec la clause NC qui empêche tout usage commercial, ce qui tape en fait très large. Bref, je pourrais disserter des heures sur les bienfaits du libre, mais je conclurai en vous disant, amis artistes, faites du libre, participez à ce cercle vertueux, et si sauter le pas vous inquiète, oui, la libre diffusion c'est déjà pas mal. Et amis lecteurs et lectrices, je vous encourage à modifier mes œuvres, à vous les approprier, à les partager autour de vous autant que vous le souhaitez, parce que pour une fois, vous avez le droit. Écoute, merci G. Ton site sur lequel on trouve toutes tes productions, c'est grisbouille.net. C'est ça, oui. Voilà, donc n'hésitez pas à aller, à récupérer, à réadapter, à modifier. Et puis si vous le souhaitez, et si vous le pouvez, vous pouvez lui faire un don également pour le soutenir. Nous allons faire une pause musicale.
Après la pause musicale, nous parlerons de notre sujet principal, migrer de Windows vers un système libre, ou même, selon Alternativa, l'une de nos invités, c'est piratons Microsoft, pour faire le lien avec la chronique de J. En attendant, nous allons écouter une musique libre, évidemment, c'est Juggernaut par Scott Buckley. On se retrouve dans 3 minutes 40, belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. Nous venons d'écouter Juggernaut par Scott Buckley, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY 4.0. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur la migration depuis Windows vers un système libre. On parlera surtout de migration pour le grand public. Alors, nos invités au studio, Magali Garnero, alias Bouquinette, présidente de l'April, et à distance, et on le reconnaît avec ce petit bruit de fond, voilà, Zoé Pellegrini, porte-parole des mouvements Alternativa et ANV COP21, donc ANV c'est Action Non Violente, et David Frissard, cofondateur de l'association des Ops, ou des Obsolescences, située à Dijon. Donc a priori, vu le petit bruit qu'on a, les deux personnes sont à distance. Zoé, David, vous me confirmez que vous êtes là ? Oui, on est là. Oui, je suis là aussi. Parfait.
Donc déjà, on va commencer par une petite question classique de présentation personnelle rapide pour les personnes sachent qui vous êtes et reconnaissent les voix. Je vais commencer par Magali qui est en face de moi. Alors bonjour, Magali Garnero, pseudo Bouquinette, dans la communauté je suis plus connue sous mon pseudo que sous mon nom de famille. Je suis présidente de l'April, membre de Framasoft. De l'April, c'est moi qui m'occupe du service après-vente dans Vente Libre. Ça fait longtemps que j'en avais pas parlé. Et surtout, je suis libraire dans le 11e arrondissement. Merci Mag. Zoé. Oui, bonjour. Je m'appelle Zoé Pellegri, je suis porte-parole des mouvements Alternatiba et ANV COP 21. Nous, on est un mouvement de bénévoles un peu partout sur le territoire et moi, je vous parle depuis Grenoble. D'accord. Et David, depuis Dijon, je crois. Oui, depuis Dijon. Donc, David Frissard, je suis cofondateur de l'association Désobsolescence. On est une association qui existe depuis un petit peu plus de 2 ans. Voilà, et on agit sur Dijon pour accompagner les gens à des transitions sur des systèmes libres. Ok, super. Donc on a déjà abordé ce sujet lors de la première émission de septembre de la saison, en septembre 2025. C'était l'émission 253. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez retrouver la vidéo, l'audio et la transcription sur le site libreavou.org/253 ou sur le site Cause Commune. Mais là, on va refaire une nouvelle édition, en essayant de pas redire ce qu'on a dit dans la première émission, avec notamment 2 structures nouvelles. En tout cas, l'une dont l'activisme sur ce dossier est relativement récent, ou peut-être plus ancien, elle nous expliquera, c'est Alternatiba. Donc premier sujet que j'aimerais bien aborder avant de rentrer dans les aspects pratiques, c'est finalement quel est le problème. Quel problème avec un S évidemment pose Windows entre l'arrêt des mises à jour, l'obsolescence, la sobriété, la souveraineté, le scandale écologique, social et démocratique. Alors je vais laisser la parole en dernier à Magali, vu que l'activisme libriste c'est dans l'ADN de l'April. Je vais commencer plutôt par Zoé Pellegri. Donc pour Alternatiba et AN COP 21, quels sont les problèmes posés par Windows? Ah oui, il y en a plein. Ah, il y en a. Les principaux. Alors nous, on est un mouvement qui milite pour le climat et la justice sociale. Donc, on peut commencer par parler de cet argument-là, le fait que remplacer ces 300 millions d'ordinateurs qui sont pas capables de passer sur Windows 11. Mais ce qui nous intéresse aussi et surtout, c'est que c'est un problème qui a plein de facettes, et notamment une facette sociale. Parce que quand ton ordinateur il peut pas passer sur Windows 11 et que tu sais pas qu'il existe une alternative à Windows 11, et tu vas devoir en racheter un. Et ça coûte en moyenne 600 € selon l'UFC-Que Choisir. Et en fait, 600 €, tout le monde peut pas se les permettre. C'est énorme comme dépense pour des machines qui fonctionnent encore. Et on a encore une autre facette qui est la facette démocratique. Aujourd'hui, énormément d'administrations publiques en France sont sur Windows et font face à cet arrêt des mises à jour. Et donc ça veut dire remplacer des centaines et des milliers d'ordinateurs avec de l'argent public qui revient dans les poches de Microsoft. Donc voilà, c'est quelques raisons parmi toutes les autres qui font qu'on s'est réunis avec plein d'associations pour enterrer les 300 millions d'ordinateurs fin avril, notamment avec Que Choisir Ensemble, avec Zero Waste France, avec l'April, avec Alta Obsolescence Programmée. Voilà, on est plein d'organisations différentes à se dire, mais en fait, cet arrêt de mise à jour, c'est un scandale sur tellement de points qu'on peut pas le laisser passer. D'accord. Je reviendrai tout à l'heure avec une question sur qu'est-ce qui a déclenché chez vous. Alors, on comprend bien les arguments, mais l'envie de se mobiliser réellement sur ce sujet-là, en particulier. Et je vais demander maintenant à David, en fait, un peu la même question. Donc David de l'association Désops. Alors, est-ce qu'on dit Désops ou Désobsolescence, David? Alors, on peut dire les deux. D'accord. Voilà, donc c'est un petit peu plus court de dire Désops, c'est aussi plus facile à écrire. Ok. Oui, je confirme. Oui. Alors, je plus sois évidemment ce qui a été dit par Zoé. Pour nous, c'est une gabegie absolument monumentale. C'est cette question des mises à jour de Windows 11 qui sont pas possibles sur un certain nombre de matériels. Aujourd'hui, c'est un impératif de toute façon pour nous d'installer des systèmes libres autant sur les ordinateurs qu'on reconditionne, parce qu'on peut pas proposer des ordinateurs qui n'ont pas des mises à jour récentes, on va dire, et donc ça poserait des vrais problèmes de sécurité pour les personnes. Alors que si on installe un système Linux, y compris sur un ordinateur ancien, on a des mises à jour, qui sont maintenues pendant très longtemps et gratuitement.
Ouais. D'accord. Magali, avant que je revienne sur Alternatiba, bon, l'April. Moi, j'adore quand les gens parlent d'obsolescence programmée ou obsolescence logicielle et que c'est pas moi. C'est vrai que la fin de support de Windows, c'est un problème au niveau judiciaire, puisque ils ont été totalement hors la loi en décidant d'arrêter leur support en 2025. La loi européenne les obligeait à continuer 5 ans après l'apparition de Windows 11, et là ça faisait que 4 ans, donc c'était bien de pouvoir remettre la loi dans leur face. Pardon. En plus, c'est un scandale écologique parce que ça force les gens à racheter un matériel avec Windows 11 alors qu'ils ont un matériel qui fonctionne bien, et un nouveau matériel dit consommation de ressources qui commence à s'épuiser lentement mais sûrement, dit surconsommation, dit gâchis, dit plus de déchets, et ainsi de suite. Et c'est vrai que c'est terrible, c'est totalement écocidaire cette manière de faire. Et puis Microsoft, quoi, je veux dire, c'est inadmissible de pas continuer à faire ce pourquoi les gens ont acheté des ordinateurs, puisque il y a des gens 3 ans avant, leur ordinateur avait 3 ans et ne pouvait pas être mis à jour avec Windows 11, donc on leur laisse acheter du matériel et au bout de 3 ans c'est défectueux, c'est obsolescent. Donc voilà. Il y a aussi le côté libre, c'est le manque d'informations, quoi. Ils auraient aussi pu dire, votre ordinateur ne peut pas passer sous Windows 11, mettez-y une distribution libre. D'ailleurs, il devrait y avoir une loi qui les oblige à informer leurs clients qu'il y a une alternative pour garder leur ordinateur plus longtemps. D'accord. Zoé, donc Alternatiba est bien convenu sur un certain nombre d'actions autour du climat. Et qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, vous avez décidé de façon collective de vous mobiliser sur ce sujet principal? Sur ce sujet. C'est-à-dire que tout d'un coup, en tout cas, il y a quelques mois ou quelques années, vous étiez pas mobilisé sur ces sujets-là. Est-ce que c'est vraiment uniquement, est-ce que le déclencheur, ça a été l'annonce effectivement de la fin des mises à jour de Windows 10 et donc le fait d'essayer de forcer les gens de passer à Windows 11? Est-ce que c'est le fait que chez vous, il y a peut-être des personnes qui voulaient aussi mettre en avant les logiciels libres comme solution? Donc qu'est-ce qui a déclenché ça en fait chez vous? Nous, on se mobilise pour la justice climatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en réalité, avec ce dérèglement climatique, globalement, c'est les riches qui vont s'en sortir. Et les plus pauvres, ils sont souvent laissés sur le bas-côté. Et donc notre mouvement, il est né de cette envie-là de créer la solidarité et de créer nous-mêmes la société qu'on veut voir advenir. Et donc là, on s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire face à cet arrêt des mises à jour? Et on voit bien que c'est un problème qui est multifacette, qui est multifactoriel. Et on a vu aussi qu'il y a déjà eu une victoire citoyenne sur le sujet l'année dernière avec une coalition non à la taxe Windows qui a réussi à obtenir de Microsoft France la prolongation des mises à jour. Alors, une victoire, évidemment, faut le prendre avec des pincettes parce qu'on est toujours dans un système qui fonctionne pas à cette obsolescence logicielle. Mais n'empêche que la mobilisation de plus de 50 000 personnes qui ont signé la pétition et le plaidoyer des organisations impliquées sur le sujet, ça a permis d'obtenir un laps de temps en plus. Et nous, on trouve ça super intéressant parce que cet arrêt des mises à jour, c'est un symptôme d'un système plus global qui fonctionne plus et en fait qui fonce droit dans le mur. Aujourd'hui, notre système, il est appuyé sur des piliers comme la surconsommation, comme le chacun pour soi, et comme je disais tout à l'heure, plus t'as de thunes, mieux tu vas t'en sortir. Et là, on voit une vraie opportunité de construire notre chemin à nous avec les logiciels libres. Et aujourd'hui, les outils informatiques, ça devient assez incontournable dans la vie d'énormément de personnes. Et là, on voit un moyen d'aider plein de personnes à garder leur matériel plus longtemps, à économiser des sous, mais aussi à prendre conscience du problème plus global qui se passe là sous nos yeux, et derrière de passer à l'action collective. Parce que en réalité, c'est l'un de nos objectifs pour Alternatiba et ANVCOP 21, c'est de construire nous-mêmes la société qu'on veut voir advenir, qui est basée sur la solidarité, qui est basée sur le respect des limites planétaires, qui est basée sur l'égalité. Et voilà, on voit plein de victoires à obtenir, à faire passer sur les logiciels libres toutes ces machines qui a en réalité pas besoin de remplacer.
D'accord. Magali veut réagir. Vas-y, Magali. C'est pas la première fois qu'Alternativa parle de logiciel libre, puisque je me rappelle avoir participé à pas mal de villages, dont un à République, où il y avait des stands de libristes comme l'April, comme Framasoft, comme Mozilla, où on était dans le village Alternativa. Oui, tout à fait, je m'en souviens. C'est pour ça que ça, dans ma question, il y avait aussi peut-être que les rencontres sur certains événements peuvent faire germer des idées. Donc on comprend bien. Alors juste pour peut-être qu'on n'a pas précisé d'ailleurs pour les personnes qui nous écoutent, donc que l'an dernier en fait les mises à jour de Windows 10 devaient se terminer en octobre 2025. Que suite à une mobilisation, il y a eu un délai de grâce, on va dire d'un an entre guillemets, mais contre le fait de partager un certain nombre d'informations avec Microsoft. D'où le lancement d'un certain nombre d'actions. Alors on y viendra tout à l'heure, notamment sur l'action Radio Windows, la mobilisation d'Alternativa. Donc voilà, juste préciser les choses sur la partie effectivement la fin du support et de Windows 10 pour forcer à migrer sur Windows 11. Justement, est-ce qu'avant de passer à la présentation de ce qu'est un système libre, parce que même si les gens qui nous écoutent, pour beaucoup, on en parle assez souvent de logiciel libre, mais on est sur une radio aussi FM, il y a peut-être des gens là qui débarquent et qui se disent c'est quoi un système libre. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la partie problème? Est-ce que David, tu veux rajouter quelque chose? Oui, je veux intervenir. Donc David de DesOps. Oui, alors nous, ce qu'on essaie beaucoup de faire comprendre, on essaie de faire de la pédagogie là-dessus, c'est qu'il y a vraiment un matraquage marketing, qui est vraiment très important de la part des GAFAM notamment. Donc par exemple le fait que les ordinateurs soient préinstallés la plupart du temps sur Windows dans les magasins, ça c'est un vrai problème, sachant que souvent cette licence elle est intégrée au prix de l'ordinateur, donc ça ajoute un coût supplémentaire qui est pas forcément nécessaire. Donc un ordinateur, c'est environ 100 € pour une licence Windows dans un ordinateur qu'on achète neuf. Donc si on achetait un ordinateur sans cette licence-là, on le paierait moins cher. Voilà. Donc et en plus de ça, on a des systèmes qui sont utilisés massivement dans les écoles. Donc on forme la jeunesse malheureusement à continuer à utiliser ce genre de système sans proposer de solutions alternatives. Voilà, ça c'est un vrai problème pour nous. Mag, après je te repasse la parole Zoé si tu veux ajouter quelque chose. Mag, ce dont parle David, c'est ce qu'on appelle la vente libre ou la vente forcée quand on est militant comme nous à l'April. C'est-à-dire qu'on achète du matériel sans savoir quels sont les prix des différents composants du matériel. Ça peut être la licence, mais ça peut être d'autres éléments internes. Donc vente forcée, et c'est quelque chose qui a été réglementé par la loi, mais qui n'est pas forcément extrêmement bien répercuté sur les prix. Les prix ne sont pas affichés quand tu vas acheter du matériel dans les magasins, mais je pense que Zoé a quelque chose à dire là-dessus, parce que je me rappelle d'opérations communes qu'on a fait. Alors j'ai juste précisé avant de laisser la parole à Zoé que sur la vente forcée, le sujet est remonté, ordinateur logiciel est remonté jusqu'à la Cour de justice de l'Union européenne qui considère que ce n'est pas une pratique déloyale en toutes circonstances. Ça veut dire que en fait, il faut aller au procès pour se faire rembourser avec les galères que c'est. Et donc on peut espérer que lors d'une prochaine révision des directives consommateurs-consommatrices ou e-commerce au niveau de l'Europe, ce sujet reviendra à l'ordre du jour. Mais pour l'instant, effectivement, la Cour de justice de l'Union européenne a tranché pas, selon nous, dans le bon sens. Je passe la parole à Zoé. Alors, si vous entendez, auditrices et auditeurs, des petits bruits, je pense que c'est quelqu'un qui tape sur son clavier à distance, mais voilà, ça fait partie des charmes du direct et de la radio. Zoé. Oui, peut-être un dernier mot à dire sur le constat, c'est que moi, je suis vraiment très nulle face à mon ordinateur. Je ne comprends pas ce qui se passe et comment cette machine elle fonctionne. Et en fait, il y a quelques mois de ça, j'avais même pas idée de ce que c'était que les logiciels libres. Ou alors, si on en parlait, j'avais l'impression qu'il fallait avoir un bac plus 12 en informatique. Et en fait, je suis loin d'être la seule à être dans cette situation. Et c'est pour ça que il y a vraiment un énorme travail de diffuser l'information sur le fait que, en fait, c'est pas normal qu'on doive jeter notre ordinateur à la poubelle parce que Microsoft a décidé d'arrêter de mettre à jour le logiciel. Enfin, en fait, on a l'impression que c'est normal, que c'est comme ça, que c'est une grande règle de la vie. En fait, nous, on arrive pour dire, mais non, en fait, c'est des machines et on a un pouvoir dessus. C'est des choix qui sont politiques, c'est des choix qui sont économiques. Et en fait, à cet endroit-là, les citoyens et les citoyennes ont leur mot à dire. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut qu'on appuie.
Écoute, tu me fais une très belle transition avec le thème d'après sur un système libre et finalement aussi comment passer en pratique. Tu dis que tu te sentais très nul face à l'ordinateur, mais est-ce que finalement aujourd'hui les logiciels libres sont les distributions logiciels libres, d'ailleurs je demanderai à l'une de vous de préciser ce que c'est. En tout cas, est-ce que les systèmes libres sont prêts justement pour le grand public et est-ce qu'il y a encore peut-être des points de vigilance? Alors je sais pas, est-ce que c'est par exemple David qui veut répondre sur l'accompagnement en premier? Est-ce qu'on a perdu David? Alors Magali. Alors, c'est quoi un OS libre ou une distribution libre? C'est ce qui va faire fonctionner votre ordinateur entre vous et l'ordinateur, le matériel. C'est ce qui va pouvoir le lancer et ça va venir accompagner, c'est pour ça qu'on appelle ça une distribution, de plusieurs logiciels qui vont être installés. Le fait que ce soit libre, ça veut dire que ce sont des logiciels que vous allez pouvoir récupérer. Alors, soit ils sont installés déjà dans l'ordinateur, soit vous pouvoir les récupérer, qui sont sous licence libre, sans que vous ayez besoin de les acheter dans le commerce. Il y a peut-être des logiciels libres qui sont vendus dans le commerce, mais j'avoue, j'en connais pas beaucoup plus. Et bien sûr, tout le code de ces logiciels et tout le code de cette distribution, alors là ça devient hyper trop technique pour moi, donc est sous licence libre, donc accessible à des informaticiens ou à du grand public qui seraient compétents pour aller lire ce code. Mais nous sommes bien d'accord qu'il n'y a pas besoin d'être informaticien ou informaticienne pour installer et utiliser un système libre. Moi, typiquement, sur un des ordinateurs que je suis allée chercher une image d'une distribution libre que j'ai installée sur une clé USB. J'ai fait toutes mes sauvegardes avant. Et ensuite, j'ai appuyé sur le bouton OK une vingtaine de fois. Et j'ai pu installer ma distribution libre sur l'ordinateur que je voulais. C'était une Linux Mint, histoire d'en citer une. Et j'ai pu le faire moi-même, sachant que, je rappelle, je suis libraire, pas du tout informaticienne. J'ai horreur de mettre le nez dans le code, j'y comprends que dalle. Et ensuite, je suis allée installer les logiciels que j'utilise moi-même en passant par ce qu'on appelle une Logitech, où sans mettre une seule ligne de code, je vais pouvoir choisir les logiciels que je veux installer sur mon ordinateur. Donc là, il n'y a aucun besoin de compétences techniques. Sur ce point, vas-y David, de tes Oui. Donc effectivement, il faut se défaire de l'image que Linux ou les systèmes libres, c'est vraiment réservé à des informaticiens ou à des experts techniques. Au contraire, nous c'est ce qu'on voit dans nos accompagnements, c'est que c'est des systèmes qui sont beaucoup plus simples à utiliser. Donc notamment, on parlait de la Logitech, c'est un petit peu l'équivalent d'un Play Store, donc comme on a sur téléphone, qui permet d'installer de façon sécurisée l'ensemble des applications dont on a besoin. Donc souvent, nous, les personnes qui viennent nous voir et qui ont besoin, qui veulent changer ou à qui on propose un système libre, elles savent qu'elles peuvent revenir nous voir si elles ont un problème à l'utilisation ou quoi que ce soit. Et en fait, quand elles reviennent ou quand on les recroise, finalement, elles nous disent que ça a changé finalement leur rapport à leur ordinateur parce qu'elles sont plus embêtées par des fenêtres pop-up qui s'ouvrent intempestivement. Il y a les antivirus qui tournent en arrière-plan et qui consomment énormément de ressources également. Voilà, donc on se sent plus en sécurité déjà sur un système libre et globalement l'usage est plus simple. Sachant que pour la plupart des personnes, l'usage ça reste de la bureautique, donc de la navigation internet, du traitement de texte et tout ça finalement c'est assez semblable à ce qu'on peut connaître sur Windows. Donc on n'est pas si décontenancé que ça, donc à changer de système. Sur cette question, Zoé, quel est ton avis? Ouais. Je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je suis passée sur Linux il y a du coup quelques mois. J'ai été accompagnée d'une personne qui s'y connaissait parce que toute seule j'aurais pas osé, mais comme tu dis Bookinette, il faut oser. Mais si on n'ose pas, il y a plein de gens qui sont disposés à nous aider et moi je suis surprise de la vitesse à laquelle je me suis habituée au truc. En fait c'est pas si différent et ça marche très bien et au contraire il y a moins de questions de est-ce que je peux faire la mise à jour ou pas, est-ce que non en fait je suis assez tranquille. Bon là je vous parle en tant que consommatrice d'ordinateur, de mon ordinateur en tout cas. Moi mon usage il a pas changé et en fait c'était beaucoup moins compliqué que ce à quoi je m'attendais. Donc je pense qu'il y a vraiment un imaginaire à déconstruire et beaucoup de vulgarisation à faire pour dire vraiment les logiciels libres aujourd'hui c'est accessible et c'est un super moyen de sortir de cette dépendance à Microsoft.
D'accord. Ce que je vous propose, avant de passer justement la mise en pratique, la stratégie, vos actions, on va faire une petite pause musicale pour faire une petite respiration, donc toujours de la musique libre, hein, et un artiste qui lui aussi est un artiste vivant, mais en fait, souvent dans les artistes qui font de la musique libre, des fois, ils arrêtent, ils passent à autre chose, mais là, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui est toujours actif et qui, je crois, interviendra bientôt à Lyon, d'ailleurs. Je vérifierai pendant la pause. Donc, Bouquinette voit de qui je veux parler. Donc, on va écouter une courte pause musicale, 2 minutes 30, c'est Drunk Blues par Captain. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. L'air du matin n'était pas très frais, pas très serein, voire carrément mauvais. Le réveil débranché, c'était un mauvais signe. Essayer de se lever à défaut d'être digne. La soirée passée avait bien commencé. Des amis plein les bras et une robe de soirée. Puis des bouteilles vidées et des souvenirs troublés. Elle ne savait plus comment ça s'était terminé. Elle vit toujours seule, la nuit comme la journée. Elle fait parfois la gueule et elle boit pour oublier. Et elle boit pour oublier. Comme une enclume, les pieds frigorifiés. Un cachet d'aspirine dans sa tasse de café. Elle n'était pas très fière d'être dans cet état. Elle avait dit hier, je ne ferai plus jamais ça. Voilà, c'est comme ça, elle a recommencé. Et que verront suffit à la faire plonger. La question qu'elle se pose, c'est comment renoncer. Éviter l'overdose, être enfin libérée. Elle vit toujours seule, la nuit comme la journée. Elle fait parfois la gueule et elle boit pour oublier. Et elle boit pour oublier. Nous venons d'écouter Drunk Blues par Captain, disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions CC BY SA 4.0. Et avant d'oublier, je pense que Captain sera aux Journées du logiciel libre à Lyon les 30 et 31 mai 2026. Le site web c'est jdll.org. Je pense qu'il fera une conférence parce qu'il est informaticien, mais comme vous l'avez entendu, il est aussi artiste et je pense qu'il y aura un petit concert. Donc n'hésitez pas à aller aux Journées du logiciel libre à Lyon. Et en plus, vous y retrouverez l'April. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Alors, nous continuons notre discussion autour de la migration depuis Windows vers un système libre avec nos invités Magali Garnero, dite Bouquinette, présidente de l'April, Zoé Pellegrini, porte-parole des mouvements Alternativa et ANV COP21, ANV c'est Action non violente, et David Frissard, cofondateur de l'association des Ops, située à Dijon. Donc juste avant, on parlait un petit peu des problèmes posés par Windows, de cette société qu'on souhaite changer, de porter des solutions qu'on souhaite émerger, ou en tout cas faire fleurir, parce que le logiciel libre existe depuis très longtemps et se propage de plus en plus. Donc là, on va aborder dans la deuxième partie de l'émission un petit peu la pratique, comment y aller, parce que en fait, comme on l'a expliqué tout à l'heure, comme Magali l'a expliqué tout à l'heure, quand vous allez dans un magasin, par exemple, acheter un ordinateur, vous n'avez pas le choix du système d'exploitation. Et comment faire quand vous avez un ordinateur qui est déjà préinstallé, prééquipé avec Windows, que vous ne souhaitez pas pour diverses raisons passer à Windows 11 et aller vers du logiciel libre. Donc est-ce qu'il faut le faire tout seul
seul? Est-ce qu'il faut le faire accompagner? Est-ce que c'est faisable tout seul? Donc, je vais commencer. J'avais une question déjà pour lancer avec David de DesOps. Est-ce que depuis, alors DesOps de mémoire, vous l'avez créé en 2024. Est-ce que depuis 2025 et la fin du support de Windows 10, est-ce que vous avez vu de nouvelles personnes arriver? C'est-à-dire des personnes venir spécifiquement suite à cette fin de support? Oui, on a eu beaucoup de personnes qui justement s'interrogeaient à cause de ça. Donc notamment, il y avait un fond d'écran qui apparaissait sur les ordinateurs Windows pour dire attention, si vous passez pas à la version de Windows 11, vous allez avoir des problèmes de sécurité, etc. Ce qui est vrai, mais donc les personnes en tout cas n'avaient pas envie de jeter leur ordinateur qui pour eux fonctionnait très bien. Donc ils se sont tout naturellement tournés vers nous pour voir un petit peu quelles solutions on pouvait proposer, sans forcément connaître le logiciel libre. C'est quelque chose qu'on propose en annexe de nos ateliers. Alors qu'est-ce que vous faites concrètement DesOps? Qu'est-ce que vous faites concrètement justement? Oui. Alors nous on propose des ateliers participatifs de réparation d'ordinateurs et de téléphones. Donc on intervient aussi bien sur tout ce qui est matériel que ce qui est sur logiciel. Donc les personnes peuvent venir nous voir avec un problème, ça peut être une dalle d'écran cassée, ça peut être de la même façon un écran de téléphone qui est cassé, et donc on va accompagner, on va voir si on trouve les pièces dans nos stocks ou à défaut accompagner dans l'achat des pièces, et puis ensuite on va faire la réparation ensemble. Donc bien souvent le problème principal que les personnes ont, c'est que leur ordinateur est lent. Donc avant il y avait les disques durs qui étaient les HDD qu'on a encore beaucoup dans les machines et qui au bout d'un certain temps perdent de leur efficacité, se dégradent et font ralentir les machines. Donc nous, ce qu'on propose à ce moment-là, c'est d'installer un disque dur SSD qui est beaucoup plus rapide, qui permet vraiment que l'ordinateur s'allume en moins de 30 secondes et puis que l'accès aux fichiers se fasse plus rapidement. Et à ce moment-là, on en profite également pour proposer une installation de Linux. Donc on a des disques qui sont préinstallés, qu'on a juste à mettre sur la machine et l'ordinateur s'ouvre avec Linux. On n'est pas obligé de passer par des techniques d'installation qui sont pas forcément à la portée de tout le monde, c'est-à-dire mettre le système sur une clé USB, rendre la clé démarrable pour ensuite l'installer. Donc voilà. Donc on préconise quand même un petit accompagnement pour l'installation. Pour des néophytes, ça peut être compliqué. Pour des gens qui bidouillent, c'est tout à fait accessible. D'accord. Alors j'ai une petite question, je poserai la même tout à l'heure à Magali et Zoé, mais je la pose tout de suite. Alors on nous précise sur le salon web, d'ailleurs j'ai oublié de préciser que vous pouviez venir participer à nos discussions sur le salon web de la radio, sur causecommune.fm. Vous avez une zone de chat, vous cliquez tout en bas sur la page de l'émission, après vous avez une zone de chat qu'on nous précise qu'un coût d'un disque SSD c'est environ 25 €. Bon, ça en fonction évidemment de la capacité du disque. Tout à l'heure, Magali a parlé de distribution libre, de système libre. Contrairement effectivement au monde Windows ou Mac où on a un fournisseur, d'un côté Microsoft et de l'autre côté Apple. Dans le monde du libre, il y a ce qu'on appelle des distributions qui sont plus ou moins spécialisées. Donc Mag a parlé tout à l'heure de Mint. Moi j'utilise Debian. Il y a une distribution spécialisée pour l'éducation par exemple qui est j'ai un trou de mémoire. Primtux, exactement. Merci Mag. Donc vous au niveau de DesOps, est-ce que vous avez un choix préféré, de préférence? Est-ce que vous laissez le choix aux gens? Est-ce que vous expliquez comment ça se passe pour le choix justement de cette version, on va dire, du système libre? Oui, non, alors nous, par défaut, on rentre pas forcément dans ces questions de distribution, parce qu'il y en a énormément sur Linux, donc on n'a pas envie de perdre les gens là-dessus. Okay. À moins qu'ils aient déjà des notions, et dans ce cas-là, on est tout à fait libre d'en discuter avec eux. Nous, celle qu'on propose, c'est Linux Mint. Alors pour une raison qui est assez simple, c'est c'est vraiment une distribution qui est facile d'accès, avec un équivalent d'un menu démarrer. Les mises à jour qui sont assez explicites, qui sont à côté de l'heure en bas à droite. Voilà, donc il y a une ergonomie, ce qui permet que ce soit très simple à prendre en main pour les gens. Et il a aussi un aspect non négligeable, ce système, c'est qu'il est assez beau et assez élégant. Et nous, on pense que ça, c'est vraiment...
évidemment, quand on connaît pas l'informatique, on se fie davantage à l'esthétique. Hein. C'est ce que font de toute façon tous les GAFAM, à travailler cette question-là. On le voit notamment avec les appareils Apple, qui travaillent beaucoup le design. Et donc, ça donne aussi l'image d'un système moderne et puissant. Et ce qui est le cas en plus de ça. Voilà, donc pour nous Linux Mint c'est le système qu'on préinstalle. Alors on a une version qu'on a un petit peu adaptée nous-mêmes avec des logiciels préinstallés supplémentaires. Et puis la possibilité pour les gens quand ils démarrent leur ordinateur de choisir leur configuration, donc leur mot de passe, leur nom d'utilisateur, etc. D'accord. Je vais préciser, j'ai dit en introduction, mais je vais quand même le repréciser, donc que DesOps est basé à Dijon. Je précise ça parce que tout à l'heure, on va aborder l'importance des structures locales, notamment avec Magali. Mais d'abord, on va passer à Zoé et Alternatiba. Alors, on a compris pourquoi vous êtes lancé sur cette mobilisation donc avant la pause musicale. Et maintenant, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu la stratégie que vous avez choisie. Quelle stratégie vous avez choisie? Pourquoi ce titre, ce thème Piraton Microsoft? Voilà, comment vous avez mis en place tout ça? Alors je commence peut-être par Piraton Microsoft. Ouais. C'est un petit peu... c'est vrai que ça peut être surprenant. Bon, nous, vous l'aurez sûrement compris, on n'est pas... en tout cas, on n'est pas que des experts, donc on ne parle pas de vraiment pirater. Mais en fait, quand on dit Piraton Microsoft, c'est un appel à l'action collective et à dire, en fait, on va se mobiliser et on va prendre les choses en main et on va choisir nous-mêmes notre chemin de consommation, notre chemin de fonctionnement. Donc c'est un peu ça que ça veut dire Piraton Microsoft, ça veut dire en fait c'est nous qui choisissons et on va choisir de ne pas utiliser Microsoft parce que en réalité on peut faire autrement et il y a tellement d'avantages à faire autrement. Et donc la stratégie sur laquelle on s'est accordé nous dans notre mouvement Alternatiba, c'est de à la fois s'opposer et proposer. On fonctionne toujours comme ça sur ces deux jambes. On a une jambe qui s'oppose et une jambe qui propose. S'opposer, c'est s'opposer à Microsoft. L'objectif, c'est pas de faire céder Microsoft parce que voilà, c'est une énorme entreprise, mais par contre on sait que elle peut face à la pression citoyenne, elle peut reculer et elle peut s'admettre ou en tout cas prendre des décisions différentes. C'est ce qui s'est passé l'année dernière avec le rallongement des mises à jour. Alors c'était une victoire en tant que telle, même si c'était pas extrêmement clair comment faire. Il fallait donner il fallait justement donner à Microsoft des données personnelles pour pouvoir continuer à mettre à jour. Donc évidemment, ils s'en sortent toujours avec pour que l'intérêt économique n'en pas. Mais nous, on pense qu'on a besoin de gagner du temps face à cet arrêt des mises à jour. Et gagner du temps, pourquoi? Parce que en fait, il y a des milliers et des millions de personnes qui sont en train tous les jours de jeter leur ordinateur fonctionnel pour en acheter un autre, ou alors qui se retrouveront le 14 octobre avec un ordinateur qui est plus à jour et qui peut être attaqué par des virus. Et donc, ne serait-ce que gagner quelques mois, en fait, c'est toujours du temps pour faire passer le mot et dire, en fait, regardez, il y a une autre solution qui existe, c'est le logiciel libre. Et donc ça, c'est la deuxième partie de notre stratégie, c'est faire passer un max de monde sur les logiciels libres. Alors nous, on n'est pas des experts, mais par contre, on sait qu'il y en a plein des experts, et ce qu'on aime, c'est la force du collectif. Parce qu'en réalité, quand on unit nos forces, vraiment, on peut avoir une force de frappe énorme, et notamment par rapport au logiciel libre, on voit bien que c'est le proche-approche qui fonctionne très très bien, parmi d'autres moyens évidemment, mais moi, c'est un copain qui m'a dit, ah bah tiens, tu sais, tu pourrais faire ça pour ton ordinateur. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de diffuser ce mot-là pour faire passer un max de monde sur les logiciels libres avant qu'ils rachètent un ordinateur ou alors qu'ils se retrouvent avec un ordinateur sujet au virus. D'accord. Avant de passer la parole à Magali, je voulais juste quand même revenir, te poser tout de suite une question sur ce que vous allez faire. Donc, on va reparler après avec Magali de s'appuyer sur les structures locales. Mais en préparant l'émission, tu as évoqué l'idée de passer de l'action individuelle à l'action collective et notamment, je lis, tout le monde peut participer, sauf ton ordinateur en participant à une fête d'installation ou une install party, tu préciseras ce que c'est, puis co-organise la prochaine.
participent et organisent des install parties pirates pour permettre à d'autres de sauver leurs ordinateurs. Donc ma question c'est donc vous allez participer et organiser des fêtes d'installation et je vais essayer d'expliquer ce que c'est et pour permettre aux gens de s'installer, d'avoir de l'aide pour installer un logiciel libre. Mais en plus l'idée c'est d'encourager les personnes à finalement organiser la prochaine, de faire boule de neige. C'est ça ? Oui, c'est ça. On recherche toujours cet effet de passer de l'individuel au collectif et du problème concret quotidien au problème plus global et plus systémique. On a besoin de se serrer les coudes et on a besoin de créer une majorité culturelle de personnes qui ont conscience que ce système ne va pas et qu'il faut le changer et que c'est en se serrant les coudes qu'on va y arriver. Et donc là, appliqué à ce sujet-là, effectivement, ça passe par les install parties. Alors, je pense que David et Magali expliqueront beaucoup mieux que moi. Je leur passerai la parole juste après alors. Ouais, voilà. Mais du coup, je vous laisserai expliquer. Mais en gros, l'idée, c'est que sauve ton ordinateur et une fois que c'est fait, aide d'autres à sauver le leur. Et ça va faire un effet boule de neige. Et c'est vraiment, nous, on a lancé déjà dans nos réseaux autour de nous, dans notre mouvement, et ça se répand ce truc-là de si ton ordi est concerné, rejoins la dynamique collective, sauve ton ordi et ensuite aide d'autres à s'en sortir. Et en quelques semaines, on a déjà plusieurs centaines de personnes qui nous répondent, qui nous disent ah bah ouais, je suis concerné, comment faire? Et du coup, on fait de la mise en lien et c'est aussi comme ça qu'on obtient des victoires et qu'on fait grossir le mouvement. D'accord. Alors je demanderai à Magali de nous expliquer ce que c'est qu'une install party en anglais ou fête d'installation. C'est quoi le principe? Alors le principe, c'est que une fois on a un ordinateur qu'on veut avec Windows dessus ou Apple ou même un téléphone avec Android et ainsi de suite. La première chose qu'il faut faire, c'est sauvegarder ces données. Et ensuite, on peut aller à une install party, c'est-à-dire à un événement organisé par une association qui propose d'installer une distribution libre sur votre matériel. Alors, je dis téléphone, ordinateur, mais j'ai oublié les tablettes, donc je rajoute c'est possible aussi avec les tablettes. Voilà. Et donc, vous arrivez là-bas et quelqu'un va vous installer une distribution libre et vous expliquer comment ça fonctionne, vous permettre de choisir quels sont les logiciels qui vont être installés avec la distribution, en rajouter si vous voulez, puisque pour correspondre à vos besoins. Et vous allez pouvoir repartir avec votre matériel qui aura pris un gros coup de jeûne, qui sera beaucoup plus rapide et qui sera avec cette distribution libre là. Alors avant de te poser une deuxième question, avant d'oublier, je précise que pour les gens qui sont à Paris, alors on est radio parisienne même si on est diffusé dans le monde entier, chaque premier samedi du mois, donc à la Cité des Sciences et de l'Industrie, de 14h à 18h, il y a ce qu'on appelle le premier samedi du libre organisé par un groupe d'utilisatrices et d'utilisateurs de logiciels de la région parisienne, donc qui est Parinux. Bon, Magali fait aussi partie. Donc il y a des conférences, mais il y a aussi une install party, ou ce que j'appelle une fête d'installation, voilà, donc de 14h à 18h. Donc la prochaine, c'est au Carrefour numérique de la Cité des Sciences et de l'Industrie. La prochaine, c'est le samedi 6 juin 2026. Et sinon, c'est chaque premier samedi du mois. Donc ça, c'est une fête d'installation. N'importe qui peut l'organiser, mais c'est souvent organisé par ce qu'on appelle dans notre communauté des GUL, des groupes d'utilisateurs de logiciels et d'utilisatrices de logiciels libres, donc dans l'espace francophone ou ailleurs. Et justement, l'April a lancé en octobre 2025 une opération qui s'est beaucoup appuyée là-dessus. Donc tu vas peut-être expliquer l'opération, ce que c'est qu'avec ça. L'opération, c'est Adieu Windows, bonjour le libre. Alors pourquoi ça va avoir lancé ça et quelle forme ça prend cette opération, Magali? Alors pourquoi avoir lancé ça? Tout simplement parce que Windows a décrété qu'il allait arrêter le support de Windows 10 et que à l'April ça nous a bien fait râler, discuter. On était assez exaspérés, donc on a voulu mettre. Alors, je peux pas te couper. On a vu ça aussi comme une bonne opportunité en se disant, ça va énerver les gens aussi. Ça va énerver les gens. Donc, voilà. Mais bon, déjà nous on était énervés parce que on nous a demandé notre avis sur ce sujet-là, alors que nous Windows, a priori on s'en fout. Voilà. Mais ça a surtout été une occasion de parler de ça et de visibiliser un travail qui est fait par l'Agenda du Libre, donc un site internet que vous pouvez retrouver sur agendadulibre.org et qui recense l'intégralité des événements de la communauté libriste. Donc toutes les GUL dont tu parlais tout à l'heure qui organisent des événements, des install parties, mais aussi des permanences ou des ateliers de formation, mettent leurs événements sur l'agenda du livre. Et c'est vrai que l'opération Adieu Windows s'est beaucoup reposée sur cet agenda pour référencer des événements vraiment, alors juste
ceux qui concernent la migration de Windows 10 à une distribution libre, parce que sur l'agenda du libre, il y a aussi plein d'autres choses. Il y a des cartoparties, il y a aussi des choses sur la monnaie libre, il y a aussi des concerts d'art libre, il y a plein de choses. Cartopartie, en gros, c'est des gens extraordinaires qui s'arrangent pour cartographier, pour faire des cartes de leur quartier et les mettre sur OpenStreetMap ou sur d'autres sites qui font de la cartographie, afin que toutes ces données soient accessibles aux personnes qui iront sur ce site-là. Donc c'est une sorte de libération de données géographiques. D'accord. C'est bon, je suis clair. Avant de passer la parole à David avec une question, je précise que l'agenda du libre, c'est un site qui est maintenu par l'April. C'est pas un site extérieur à la galaxie de l'April, ça fait partie de la galaxie de l'April et vous trouvez effectivement plein d'événements. Il n'y a pas que des GUL dessus, il y a plein d'autres structures d'éducation populaire ou autres, notamment des OPS à Dijon. Donc j'avais une question que je relais, alors faut que je la retrouve, voilà, et sur le salon web. La question c'était, est-ce que des OPS fait des actions avec le GUL donc de Dijon qui est Coagul? Est-ce que vous faites des actions en commun? Alors des actions en commun, Coagul, c'est un vrai partenaire. Donc nos groupes sont un petit peu parfois mélangés. Nous, on va souvent les voir. On a aussi des gens de Coagul qui viennent nous voir. On essaie vraiment de s'unir, on va dire, pour augmenter la portée de nos actions. Donc nous, pour les gens qui sont à Quetigny, notamment, on les redirige vers Coagul, qui sont aussi donc en tant que GUL, qui peuvent accompagner dans l'installation de systèmes libres. D'accord. J'avais une question pour toi et puis pour Zoé. D'abord toi, vu que tu as la parole, c'est quoi les premières questions que posent les personnes qui viennent vous voir? Est-ce que ou leurs inquiétudes? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont des inquiétudes, des personnes ont par exemple des inquiétudes de perdre, je sais pas, concernant leur mail ou la bureautique ou voilà. C'est quoi leurs premières questions, leurs inquiétudes principales? David. Ça dépend, on va dire, des personnes. Alors pour ce qui est des pertes de données, pas spécialement, parce que voilà, comme ils sont accompagnés, ils sont en confiance. C'est une des premières choses qu'on fait, c'est de sauvegarder les données. Alors même plus simplement, quand c'est un ancien HDD, on va le transformer en disque dur externe. Donc comme ça, les gens en plus peuvent le ramener chez eux et avoir une sauvegarde en plus. Et ensuite, après, c'est plus sur la compatibilité des matériels. Est-ce que voilà, mon imprimante, elle va fonctionner? Est-ce que mes différents périphériques ils vont fonctionner également? Et donc ça, maintenant avec Linux, ça a énormément évolué. Il y a 10 ans, il y avait beaucoup de problèmes avec les drivers pour piloter telle ou telle imprimante. Aujourd'hui, on est vraiment dans du plug and play. 95% du temps, on va dire, les choses, elles se passent très bien. Les gens retournent chez eux, branchent leur imprimante et ça fonctionne très bien. Voilà, donc il y a de moins en moins de freins à utiliser Linux, sachant aussi, je précise, pour les gamers notamment, parce que ça a pu être un frein pendant longtemps de ne plus pouvoir jouer à des jeux vidéo. Aujourd'hui, avec les émulateurs, notamment Proton, qui est porté par Steam, on peut jouer à la plupart des jeux vidéo qui sont disponibles sous Windows. On peut y jouer sous Linux sans aucun problème. Alors un autre frein quand même, pour les gens qui utilisent des logiciels propriétaires dans le cadre de leur travail, que ce soit des logiciels comptables ou autres, malheureusement il n'y a pas forcément de façon de les porter sous Linux. Donc là c'est un petit peu le facteur limitant. Ces gens-là doivent rester sous Windows pour utiliser ces logiciels puisque c'est dans le cadre professionnel. D'accord. Alors je vais laisser Magali réagir avant de relayer une remarque et ensuite de passer la parole à Zoé. Magali, tu voulais réagir? Oui, je voulais réagir au logiciel de comptabilité puisque moi j'en utilise pas mal de différents au sein des associations d'entreprises dans lesquelles je suis. C'est une très bonne occasion de changer de logiciel de comptabilité parce que dans le genre logiciel privateur de comptabilité qui fait du rançonnage des données qui t'enferment totalement, il faut en changer. Je n'en citerai pas de privateur parce que ça me mettrait mal à l'aise, mais il y a plein de logiciels de comptabilité. Je pense à Dolibar, je pense à Odoo, je pense à PHP Compta, je pense à Paeco. Voilà, il y a vraiment des Grisby. Ouais, je vais citer Grisby parce que j'ai vu qu'il était maintenu, même si on n'est pas très nombreux à l'utiliser. Voilà, il y a vraiment des solutions de comptabilité qui existent et il faut les utiliser.
Alors je relais juste une remarque sur le salon web avant de passer la parole à Zoé. Donc c'est Isabella qui dit dans son entourage peur de ne pas pouvoir travailler sur les fichiers en format fermé partagés par des personnes de leur entourage, associations sportives par exemple. Moi typiquement c'est les formats de Microsoft Office. On craint de ne pas pouvoir les ouvrir avec LibreOffice. Moi je me souviens une petite parenthèse que ma grande fille il y a très longtemps travaillait sur un dossier, un projet en commun avec une de ses camarades. Elle l'appelle au téléphone en lui disant bon je vais t'envoyer le fichier. Elle travaillait sur LibreOffice, ma fille, et en s'excusant presque en disant j'espère que tu vas pouvoir l'ouvrir. Bon c'était il y a 10 ans, aujourd'hui les choses ont bien changé, mais en tout cas voilà, il y avait quand même cette peur de ne pas pouvoir effectivement communiquer avec d'autres personnes. Et alors je regarde ce qui est sur le salon, il y a des remarques. Ok, Zoé, donc même question, est-ce qu'il y a des inquiétudes, alors soit parmi les gens d'Alternativa, soit parmi les premières personnes qui vous ont contacté par rapport à cette migration vers le logiciel libre, où finalement les gens ils se disent bon bah on y va quoi. Ouais, il y a beaucoup d'attentes autour de qu'est-ce que c'est que ça va répondre à mes attentes, est-ce que je pourrais toujours faire je sais pas, du montage photo, est-ce que je pourrais toujours écouter ma musique, etc. Bon, nous Alternativa, on se considère pas comme ceux qui sont capables de répondre à toutes ces questions techniques, mais par contre on dit à toutes ces personnes mais regardez autour de chez vous, il y a des GUL, il y a des paramarènes, il y a des personnes qui savent répondre à ces questions, et en plus bonne nouvelle, vous allez rencontrer quelqu'un de votre territoire qui pourra vous filer un coup de main. Donc on se voit surtout comme agent d'amplification de ce qui existe déjà et de mettre en commun, de créer des espaces de discussion. Et du coup ce qu'on imagine, enfin en tout cas ce qu'on est en train de créer comme dynamique là, c'est vraiment une dynamique qui est très décentralisée. On a toutes ces personnes qui me disent bah voilà, moi je suis dans le Doubs, je suis dans le Morbihan, je suis à tel endroit, qu'est-ce que je peux faire avec mon ordinateur? Ah bah super, contacte telle personne qui est dans ton territoire et tu vas voir, tu vas trouver une solution. Et encore mieux si derrière tu peux faire passer le mot à tes proches et nous aider à la fois à mettre la pression à Microsoft et à la fois à diffuser l'existence des logiciels libres et des fêtes d'installation Linux. D'accord. Une question pour David. En introduction, j'ai dit qu'on allait surtout parler de migration pour le grand public, mais ça concerne évidemment ces problèmes avec Windows concernent évidemment les entreprises, associations, collectivités. Est-ce que vous avez des demandes entrantes concernant par des associations, par des TPE, PME ou des collectivités? Alors oui, nous on accompagne beaucoup d'associations également dans leur transition vers du logiciel libre. Tout à l'heure on a cité parmi les logiciels de comptabilité de PyCope notamment, nous qu'on recommande fortement, qui a été développé à Dijon, qui a le mérite d'être extrêmement simple d'utilisation en plus de ça, et d'être libre et gratuit. Alors après il y a plein de logiciels et d'outils également qui sont libres, qu'on peut utiliser facilement, et notamment pour éviter d'utiliser des outils Google. Donc je pense par exemple à la suite Nextcloud, qui est quand même un outil collaboratif très abouti aujourd'hui. Pour ce qui est des entreprises, c'est là où voilà, il faut arriver à convaincre en fonction notamment des logiciels internes qui peuvent être utilisés. Donc là, ça demande un accompagnement plus important. Donc on essaie de travailler aussi avec des entreprises qui peuvent, elles, fournir cet accompagnement-là. Voilà, parce que la charge est quand même assez lourde dès l'instant qu'il s'agit de maintenir un réseau interne ou de trouver des solutions techniques voilà, aux problématiques de l'entreprise. Et c'est un petit peu la même chose pour les collectivités. D'accord. Alors sur ce salon web, on nous fait une petite précision que je vais quand même relayer. On peut aussi faire, pour les questions des logiciels qui tournent sous Windows, on peut aussi faire une machine virtuelle pour utiliser des logiciels Windows. Alors c'est pas forcément à la portée de tout le monde, mais c'est vrai que c'est une solution de faire tourner dans une sorte de container un petit peu à part des logiciels qui pourraient ne pas tourner sur un système libre. Et Isa précise, dans ce cas, il faut avoir un geek ou une geek sous la main. Bon, c'est pas forcément toujours le cas. Je regarde l'heure, il nous reste juste quelques minutes. Magali, est-ce que la convergence a pris l'Alternativa? C'est marrant parce que j'ai écrit Alternativa. Alternativa, c'est quelque chose que tu as initié en grande partie, vu que tu étais présente sur des salons, sur des événements Alternativa il y a quelques années, sur des stands libristes. Est-ce qu'au-delà de la mobilisation
d'Alternativa. Est-ce que par exemple, voilà ma question, je cherchais ma question en fait. Est-ce que le fait par exemple de participer à des opérations physiques sur le terrain, tout à l'heure Zoé a parlé de l'enterrement symbolique devant le siège de Microsoft France, donc il y a quelques semaines, à laquelle tu as participé et avec mon collègue donc Étienne Gonu, est-ce que c'est quelque chose qui te paraît important dans les années à venir, c'est-à-dire cette présence physique on va dire d'happening quelque part, de mobilisation? Alors déjà, j'ai eu l'impression de perdre 15 ans et de retourner aux manifestations anti-ACTA qu'on faisait à une époque. Oui, je pense que c'est important parce que du coup, ça a attiré le regard des médias sur nos sujets. On a pu redire des mots auxquels ils sont pas habitués, des mots qu'il a fallu expliquer comme informatique déloyale, obsolescence, vente forcée. Et donc puis après, ça fait une image pour les gens qui revoient ce fameux cercueil porté par des membres d'Alternativa devant les locaux de Microsoft, qui revoient les pancartes qu'on avait à Dur Windows, ne jetez pas vos ordinateurs, qui étaient tenus par des membres April, parce qu'on n'était pas que 2 à Prégnant, on devait être une dizaine, donc c'était vraiment sympa. Donc voilà, et donc ça a un peu obligé les journalistes à s'intéresser à nos dossiers, chose qu'ils faisaient pas suffisamment à mon goût, mais bon, à mon goût ils le feront jamais suffisamment, donc je suis peut-être un peu trop exigeante. Et donc ça marque les esprits. Toutes ces photos, je trouve que ça a marqué les esprits. Je voulais remercier Étienne qui avait fait un super texte qu'il a très bien déclamé devant les caméras et devant les appareils photo, parce que c'était c'était pas facile. J'étais très contente que ce soit lui qui le fasse et pas moi. Donc voilà, merci Étienne pour ça, et merci à tous les membres April qui sont venus, dont certains qui ont même posé un congé pour venir prendre des photos, et merci aux journalistes qui se sont déplacés parce qu'ils ont été un peu prévenus au dernier moment, mais ils ont quand même fait l'effort d'être là. Donc ouais, je pense que c'est important qu'on reprenne le terrain physique local un peu partout, et j'ai hâte d'aller enterrer d'autres ordinateurs ailleurs. D'accord, je précise que dans les notes de l'épisode, si vous nous écoutez en podcast ou sur la page de l'émission, il y a le lien, il y a différents liens, il y a le lien vers Alternativa, des Ops, April, etc. Mais il y a aussi le lien vers la vidéo de l'opération, des photos. Oui, mais Magali ? Ouais, je rajoute un petit quelque chose, parce qu'effectivement on est enterré sur Paris, mais je sais de sources sûres, et Zoé va peut-être pouvoir me le confirmer, qu'il va y avoir d'autres événements libristes, entre GUL et avec des membres locaux de Alternativa à Compiègne, à Amiens et sans doute peut-être à Beauvais. Je sais pas s'il y a 10 gens, vous avez prévu quelque chose, David? Alors pas spécialement pour l'instant, on fait des événements très régulièrement. Voilà, donc mais on est ouvert à toutes les propositions. Et Zoé, sur donc les autres villes dont tu as parlé, Magali? Oui, plein d'autres. On est justement de créer des personnes motivées à s'impliquer, et les organisateurs et organisatrices de fêtes d'installation Linux. Et l'idée, c'est que il y a plein de forces citoyennes qui sont disponibles pour aller tracter, pour aller faire marcher le bouche à oreille, pour diriger plein de gens vers ces événements. Et nous, là, ce qu'on a dans les placards et qu'on est en train de préparer, c'est des petits événements désobéissants. On va aller faire des actions là où on n'a pas le droit. On va aller installer Linux sur des ordinateurs. Nous, Alternativa et ALB Communautaire, on utilise la désobéissance civile ponctuellement, mais quand on pense que en fait il y a vraiment un problème qui cloche, et on veut mettre en valeur le fait que ce qui nous semble complètement illégitime, c'est pas nous qui nous mettons en situation de désobéissance, mais c'est bien la situation de Microsoft qui décide de provoquer, de mettre à la poubelle plein d'ordinateurs, et du coup on va aller faire ce qu'on appelle des install parties pirates. On va installer Linux par-ci par-là, et ça va nous faire venir la presse, ça va nous permettre de parler à beaucoup de monde, et cette médiatisation, elle va nous permettre de polariser l'opinion publique et aussi de faire connaître nos revendications et de rediriger plein de gens vers le logiciel libre. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse de participer à ce genre d'action, on n'y va pas n'importe comment, on se forme, on se prépare très très bien, et on propose des formations qui sont évidemment gratuites, qui sont même proposées sur des outils de visio libres. Et je sais pourquoi tu précises ça. Voilà, et donc nous, ce qu'on veut, c'est que chacun et chacune trouve sa place dans cette dynamique-là. Donc là, je vous ai parlé d'actions de désobéissance civile et non violente, mais il y a aussi des actions beaucoup plus faciles à faire seul chez soi. Notamment, on est en train de lancer un mouvement de j'enterre mon ordinateur. Donc on prend en photo nos ordinateurs qui seront condamnés
condamnés dans 6 mois à cause de Microsoft. Alors voilà, on les prend en photo, on met toute une mise en scène avec les bougies, avec mon ordinateur décédé, parti trop tôt. Et évidemment, c'est des mises en scène, mais qui nous permettent de montrer que c'est complètement absurde et qu'on est des centaines, des milliers à ne pas accepter ça en fait, et à se mobiliser contre ça. Donc c'est pareil, si ça peut vous parler de prendre une petite photo, une petite mise en scène chez vous, ça se passe sur piratemicrosoft.fr. Ok, merci à vous. Dernière tour de parole, conclusion, parce qu'on est très très limite. On va laisser la parole à Zoé comme elle l'avait déjà. Donc la question finale traditionnelle de nos émissions. Pour conclure, quels sont les éléments clés à retenir de l'émission en moins de 2 minutes chacune ou chacun, ou si vous voulez rajouter quelque chose. On commence par Zoé. Sauvez votre ordinateur, ensuite aidez autour de vous pour que les uns les unes les autres sauvent leurs ordinateurs et rejoignent le mouvement. Tout le monde peut trouver sa place dans ce mouvement, que ce soit autour d'installation de Linux, autour d'actions plus ou moins engageantes. Tous les niveaux d'engagement sont ok, et venez voir ça sur piratemicrosoft.fr et partagez ça aux gens concernés par le problème, parce que déjà en parlant à nos familles, à nos amis, on a déjà un bout de solution. On a jusqu'au 14 octobre 2026 pour sauver un maximum d'ordinateurs. Donc n'attendons plus. Merci Zoé. David, de DesOps. Gardez votre ordinateur le plus longtemps possible. Normalement, ça doit durer au moins 10 ans facilement, donc tournez-vous vers les organisations autour de chez vous. N'hésitez pas aussi à solliciter des réparateurs qui peuvent vous accompagner là-dessus. Un ordinateur, c'est plus 800 kilos de matières premières. Pour le produire et réparer et prolonger la durée de vie, c'est vraiment le meilleur levier d'action qu'on puisse avoir. Voilà. Nous, on est disponible tous les mardis. Vous pouvez aller voir sur notre site internet. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. On pourra vous conseiller et vous accompagner si vous avez envie de franchir le pas. Merci David. Magali? Si vous vous sentez pas compétent pour franchir le pas tout seul, n'hésitez pas à vous faire aider. Donc allez sur l'agendaduLivre.org pour voir quelles sont les associations qui organisent des événements près de chez vous. Et si vous ne trouvez pas d'événements près de chez vous, allez sur un autre site internet d'une initiative qui s'appelle Aide GNU Linux. Zoé t'en avait parlé. C'est les parrains marraines de Linux qui proposent leur aide. Et là, pareil, il y en a partout, que ce soit en France, en Suisse ou en Belgique. Donc ne tentez rien si vous vous sentez pas compétent, et enjoy si au contraire vous avez les capacités. Merci à vous. Donc nos invités étaient donc Magali Garnero, dite Bouquinette, présidente de l'April, Zoé Pellegrini, porte-parole des mouvements Alternatiba et ANV COP 21, et David Frissard, cofondateur de l'association DesOps située à Dijon. Merci à vous et bonne fin de journée. On va faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous entendrons la chronique de Benjamin Bellamy. En attendant, nous allons écouter S'il savait par Lostana. On se retrouve dans 3 minutes 30. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. Quand les amoureux levaient l'un dans l'autre se bécotent, je craque, replonge dans les vagues reculées du passé. Quand les couples s'ennuient, se grisent, se givrent, je pense à nous, notre entente, amitié tolérante. Quand les passants me dévisagent, je m'ignore, je m'en fiche. Ramassis d'inconnus sourd mon histoire d'amour. Quand le monde autour de moi tourne plus vite que le vent, je ferme les yeux et la magie, je te vois comme avant. S'ils savaient comme j'attends nos retrouvailles, s'ils savaient comme j'y crois, je t'aime et tu me manques. Mais ils savent que tu me hantes, que tu m'écœures et me fatigues. Ils savent combien je rêve, combien je t'aime et te déteste. Quand les parents se déchirent, s'arrachent les petits frères, je m'attends derrière l'illusion perdue du bonheur. Quand les enfants jouent au docteur à papa maman, je pleure un peu trop déçu pour m'attendrir. S'ils savaient comme j'attends nos retrouvailles, s'ils savaient comme j'y crois, je t'aime et tu me manques. Mais ils savent que tu me hantes, que
tu m'écœures et me fatigues. Ils savent combien je rêve, combien je t'aime et te déteste. Quand le grand, le beau, le très fort, le prince charmant te fait la courgerie, je pleure, je coule. Quand tu dis, redis, promets, retirer même pire, je fais comme si s'ils savaient, comme j'attends nos retrouvailles. S'ils savaient, comme j'y crois, je t'aime et tu me manques. Mais ils savent que tu me hantes, que tu m'écœures et me fatigues. Ils savent combien je rêve, combien je t'aime et te déteste. D'écouter S'ils savaient par Lostana, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY 2.0. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre par la chronique de Benjamin Bellamy, le truc que presque personne n'a vraiment compris mais qui nous concerne toutes et tous. Benjamin Bellamy est fondateur et dirigeant de la société Adores, papa de Castopod et animateur de Rien de grave patron. La chronique a été enregistrée, son titre, la nouvelle série à la mode dont tout le monde parle sur les réseaux sociaux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le mois de mai et vous avez sûrement remarqué qu'on est particulièrement gâté en pont cette année. Il y a tellement de week-ends prolongés que vous avez déjà regardé tout Netflix, vous avez fait 2 fois le tour de Prime Video, mais aussi toutes les chaînes en plus, Disney+, Paramount+, Apple TV+, MGM+, Ciné+, M6+, Universal+, même la chaîne Madeleine de Lina, vous avez tout vu depuis 1974. Alors maintenant, que faire pour la Pentecôte ? Réjouissez-vous, car j'ai la série ultime pour les auditeuristes de Libre à vous et de RDGP, la commission d'enquête sur les dépendances structurelles et les vulnérabilités systémiques dans le secteur du numérique et les risques pour l'indépendance de la France. Bon, alors, quand je dis que tout le monde en parle sur les réseaux sociaux, c'est plus LinkedIn que TikTok, hein. Encore que, vous vous en rendrez compte, après l'avoir bingé, il y a de quoi faire des mèmes pour 20 ans avec ces auditions. Non mais attends, c'est pas une découverte ça. On en a déjà parlé 2 fois dans RDGP. Une fois quand Nicolas Guillou était auditionné et un autre pour la table ronde sur le logiciel libre. Alors oui, on en a parlé 2 fois, mais je sais pas si tu es allé voir le portail vidéo de l'Assemblée nationale. On n'en est qu'à la saison 1 et il y a déjà 27 épisodes de plus de 2 heures, certains même de 4 heures. Même avec 12 mois de mai, on n'arriverait pas à en venir à bout. J'ai donc opéré une sélection tout à fait pas impartiale et totalement subjective et je vous propose ma sélection des meilleurs moments. Enfin, si le divulgachage ne vous dérange pas trop. Si ça ne voit pas, t'as prévu autre chose ? Non, j'ai pas de plan B. Bon bah alors vas-y, mais je sais pas pourquoi, je sens que tu vas encore nous bidonner avec des extraits de South Park et nous raconter des sornettes. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Ah oui, tu t'y crois carrément en fait. Ouais, un peu. Faut dire qu'une commission d'enquête, c'est pas vraiment l'ambiance d'un plateau de CNews, hein. Une commission d'enquête, c'est l'arme lourde du Parlement. Les personnes auditionnées témoignent sous serment, la main droite levée en disant « je le jure ». Y mentir est un délit. Le rapporteur peut se faire communiquer des documents, enquêter sur pièce et sur place. Donc, cette commission d'enquête sur les dépendances structurelles et les vulnérabilités systémiques dans le secteur du numérique et les risques pour l'indépendance de la France a été lancée le 3 février 2026 à l'initiative du groupe écologiste et social qui a utilisé son droit de tirage. En gros, c'est le droit pour un groupe d'opposition d'obtenir une commission d'enquête 1 fois par an.
Elle rassemble 27 députés de tous les groupes politiques et je vais vous lire leur CV. Attends, on n'a pas le temps là. Bon, alors juste les 2 personnages principaux, la rapporteure Cyrielle Châtelain, députée de l'Isère et présidente du groupe écologiste, et le président Philippe Latombe, député de Vendée. Philippe Latombe, que nous avions interviewé il y a 1 an pour RDGP, dans son bureau de l'Assemblée nationale, et qui nous avait parlé de Data Privacy Framework, Data Health Hub, bref, de souveraineté numérique. Ah oui, donc c'est clairement ton interview qui l'a inspiré pour la commission. Alors, je suis sûr que c'est pas RDGP qui l'a inspiré. En 2021, il était déjà l'auteur du rapport d'information « Bâtir et promouvoir une souveraineté numérique nationale et européenne ». C'est dire qu'il ne nous a pas attendus. Bon, ok, mais tu nous avais promis les meilleurs moments, le best-of, ça vient ? Oui, j'y viens. Alors, je le redis, c'est une sélection. Je vais pas parcourir tous les épisodes depuis le 1er, le 10 mars. Un des moments phares dont on a déjà parlé ici mais qui mérite d'être recité, c'est Nicolas Guilloux, juge à la CPI, qui dit dans l'épisode du 8 avril « Ma vie personnelle est devenue un laboratoire de la perte de la souveraineté. » Pour le punir d'avoir condamné Netanyahou, Trump a pris un décret qui interdit à toute entreprise américaine... États-unienne, tu veux dire ? Tout à fait. Trump a pris un décret qui interdit à toute entreprise états-unienne de commercer avec lui. Plus de carte Visa ou Mastercard, plus de compte Apple ou Google. Les monopoles dont jouissent les États-Unis peuvent nous renvoyer dans les années 80. Philippe Latombe a d'ailleurs explicitement demandé aux représentants de Google Cloud s'il refuserait au juge Guillot d'ouvrir un compte Gmail, même à titre personnel. Réponse, tout à fait. Au moins, c'est clair. Ok, mais t'as d'autres répliques chocs comme ça ? Quel genre ? Réplique choc, quoi. Alors, oui. Toujours Philippe Latombe. Suite au licenciement d'un salarié de Microsoft qui avait répondu au Sénat, il a demandé aux représentants des GAFAM quelle valeur vous accordez entre prêter serment et perdre son emploi. Puis, suite au refus répété de répondre à la coopération des GAFAM avec la justice américaine, il lance le fait de ne pas avoir répondu à 3 reprises à une question très claire qui demandait une réponse binaire oui ou non, je pense, nous apporte une réponse. Et la pire réplique ? La présidente de Microsoft France, qui répond à la possibilité pour Microsoft de couper de manière unilatérale ses services à ses clients. Donc elle dit « Ce serait suicidaire d'avoir un kill switch. L'entreprise n'est pas le gouvernement américain. » Pas de chance, Philippe Latombe lui fait remarquer que c'est déjà arrivé à une entreprise indienne, une université chinoise... Un juge de la CPI. Tout à fait, un juge de la CPI. Ok, mais elle est pas très feel-good ta série. Alors, ça dépend des épisodes. C'est sûr que quand tous les GAFAM sont invités, c'est pas facile d'être optimiste. Mais ça mérite de dire les choses telles qu'elles sont vraiment. Si tu veux te remonter le moral, il y a l'épisode du 6 mai avec Nicolas Vivant qui disait « Il n'y a pas de résistance des utilisateurs quand vous leur proposez un logiciel meilleur, jamais. » Et il enfonce le clou. Microsoft, Google, Amazon, Oracle, nous n'avons plus aucune dépendance envers les grands acteurs de la tech. Et tu peux nous rappeler combien de personnes il a pour gérer tout ça ? Mais oui Gaël, je le peux. 9,5 équivalent temps plein. Oui, mais avec lui ça fait 10,5. Alors non, il m'a confirmé qu'il ne se comptait pas dedans. Bon ok. Mais tu penses vraiment que le logiciel libre c'est pas juste un truc de hippie ? Alors au contraire, et d'après Étienne Gonu de l'April, un investissement public d'1 milliard dans le logiciel libre générerait un impact de 65 à 95 milliards sur le PIB européen. Bon, ok. Et du coup, ça se finit comment ta série ? Alors ça, je vous le dirai pas, déjà parce que c'est pas fini. Et pour le savoir, le mieux, c'est de vous abonner à Souveraineté Plus. C'est gratuit, c'est en accès libre sur le portail vidéo de l'Assemblée nationale. Et le meilleur moyen d'agir pour commencer à changer les choses, c'est de s'y intéresser. Nous venons donc d'écouter la chronique de Benjamin Bellamy, intitulée « La nouvelle série à la mode dont le monde parle sur les réseaux sociaux ». Dans la page de l'émission, dans les notes de l'épisode, si vous nous écoutez en podcast, il y a notamment le lien vers la vidéo, la transcription de l'audition à laquelle a participé mon collègue Étienne Gonu et dont parlait Benjamin Bellamy. Nous allons passer aux annonces de fin. Alors, je vous rappelle concernant les annonces de fin que les liens utiles sont sur la page consacrée à l'émission du jour sur libravou.org/276 ou sur causecommune.fm ou dans les notes de l'épisode si vous nous écoutez en podcast. Les samedis 30 et 31 mai 2026 auront lieu les journées du logiciel libre à Lyon. 2 jours de conférences, de stands et l'April, évidemment, y sera présente. La radio Cause Commune vous propose un rendez-vous convivial chaque premier vendredi du mois à partir de 19h30 dans ses locaux, à Paris au 22 rue Bernard Dimet dans le 18e arrondissement.
Une réunion d'équipe, toujours ouverte au public avec apéro participatif à la clé. L'occasion de découvrir le studio, de rencontrer les personnes qui animent les émissions. La prochaine soirée radio ouverte aura lieu le 5 juin 2026, donc au 22 rue Bernard Dimet, Paris, 18e. Premier samedi du libre, samedi 6 juin 2026 de 14h à 18h au carrefour numérique de la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. Venez aider ou vous faire aider à installer et paramétrer des logiciels libres et toute distribution GNU Linux ou Android sur vos téléphones avec les nombreuses associations présentes. Et donc ces premiers samedis ont lieu, comme leur nom l'indique, chaque premier samedi du mois à la Cité des Sciences et de l'Industrie de 14h à 18h. Vous pouvez aussi aller visiter les sites d'Alternativa, de Désobsolescence du côté de Dijon, d'Adieu Windows, Bonjour le Libre, qui sont dans les références si vous souhaitez découvrir les logiciels libres et vous faire aider à installer un logiciel libre. Et sinon, pour tous les autres événements libres, je vous invite à consulter le site de l'Agenda du Libre, agendadulibre.org. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. G, Magali Garnero, Bouquinette, Zoé Pellegrini, David Frissard, Benjamin Bellamy. Aux manettes de la régie aujourd'hui, Isabelle Avani. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Sébastien Chopin, Elodie Daniel Girondon, Nicolas Graner, Languin, Julien Haussmann, bénévole à l'April, et Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. Merci également aux personnes qui découpent les podcasts complets des émissions en podcasts individuels par sujet. Quentin Gibaud, Théocrite et Tunuy, bénévole à l'April. Merci également à Marie-Odile Morandi, le groupe Transcription, qui permet d'avoir une version texte de nos émissions. Vous retrouvez sur notre site web libravou.org/276 toutes les références utiles de l'émission du jour, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm ou dans les notes de l'épisode si vous nous écoutez en podcast. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission du jour. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. Il n'y aura pas d'émission inédite mardi 26 mai. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 2 juin à 15h30. Nos invités seront la LDH et Amnesty International France pour avoir le regard d'associations dont l'objet premier n'est pas le numérique ou l'informatique, mais qui pour autant ont développé une analyse de ces enjeux à l'aune de leur propre combat, et particulièrement des associations donc de défense des droits humains. L'émission sera animée par mon collègue Étienne Gonu. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 2 juin. Et d'ici là, portez-vous bien.